Hey, seconde vidéo dédiée à notre cluster ClickHouse. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'installation de nos deux serveurs ClickHouse et vous allez voir que finalement ça va être assez rapide, assez simple, mais il y a quand même pas mal de petites choses à découvrir plutôt que ce qu'on a fait lors de la précédente vidéo avec Zookeeper. Donc jingle et c'est parti. Donc c'est parti, alors je me suis fait tout petit en bas à droite volontairement parce qu'il va nous falloir un petit poil de place. Derrière, donc si on reprend notre schéma, le but c'est d'installer les deux ClickHouse qui sont ici, d'installer la database, la table et vérifier que la synchro elle se passe bien entre les deux pour la réplication, puisque du coup on est vraiment en mode cluster. Donc c'est un des intérêts du mode cluster avec également le sharding. Donc ça, on reparlera du sharding un petit peu plus tard. On a nos zookeepers qui ont été installés ici, on va pas revenir dessus. Ils sont fonctionnels normalement, donc tout devrait bien se passer de ce côté-là. Maintenant, on va s'intéresser à notre ClickHouse. On va revenir ici. Donc sur l'installation de ClickHouse, on va reprendre les bases finalement de l'installation un petit peu standalone, mais ensuite il va y avoir quand même un peu plus d'éléments à faire. Donc on a à gauche ClickHouse 1, à droite ClickHouse 2, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà comme ceci, au moins pour un des deux, voilà, ici on peut réduire un petit peu celui-ci, hop, et voilà. Donc on est prêt pour partir, donc du coup on va installer les prérequis qui sont notamment d'avoir CA certificat est à jour, GNU-PG2, APT transport HTTPS bien sûr, etc. Donc ça c'est assez, on va dire un petit peu trivial. On l'avait vu en plus lors de la vidéo standalone. On va reprendre la même chose. On crée ensuite un mktemp ici, hop, voilà comme ceci, pour pouvoir y stocker notre clé GPG ici, voilà. Hop, on va récupérer cette clé. On va ensuite pouvoir supprimer maintenant notre mktemp, voilà, ici, comme ceci. Et ensuite, du coup, on va pouvoir rendre d'abord lisible la clé en question. Et puis, on va rajouter le dépôt ClickHouse. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Donc là maintenant on va enchaîner avec un apt update bien sûr pour remettre à jour le cache apt. Hop, de chaque côté. Donc grosso modo on peut paralyser pas mal, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. ClickHouse 1 ou ClickHouse 2, il n'y a pas de soucis dans l'ordre des choses. Donc ça veut dire que si vous faites de l'automatisation avec Ansible, peut-être qu'on le fera, en tout cas c'est sûr qu'on le fera par ailleurs, vous verrez que finalement du coup comme il n'y a pas d'ordre, c'est quand même quelque chose qui est assez pratique. Alors une fois qu'on a fait ça, du coup maintenant on va pouvoir installer ClickHouse Client et ClickHouse Server, et on va juste passer Debian Frontend en mode non interactif de manière à éviter qu'il nous pose des questions. Alors, c'est pas que c'est utile strictement dans notre cas de figure qui est là, mais là où c'est utile, c'est surtout d'avoir un petit peu la commande, en tout cas l'option en tête quand on fait de l'automatisation. Alors, quand on fera le vagrant file par exemple, il faudra l'utiliser parce que sinon il va nous poser des questions et ça va pas être possible. Mais également, si vous utilisez du Ansible ou autre, il va falloir utiliser l'option qui permet de se mettre en mode non interactif pour éviter d'avoir la question qui se pose, sinon on bloque l'installation. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure ensuite d'avoir ClickHouse Server qui peut démarrer et ClickHouse Client. Alors oui, le paquet ClickHouse est quand même un petit peu volumineux, il fait 288 mégas. Et comme ils le mettent à jour assez régulièrement en plus, si vous avez des mirrors par exemple, apt, donc pour stocker vos propres, pour avoir vos propres dépôts, ça peut prendre un petit peu de place ClickHouse, donc faut pas hésiter à éventuellement à faire du clean un petit peu. Donc là, alors en plus on a parallélisé, du coup voilà, suite droite va finir avant suite gauche, magnifique, hop, et voilà. Donc là il nous mentionne des éléments, donc si on n'était pas en mode non interactif, si on était en mode interactif, il nous aurait posé la question d'avoir à savoir c'était quoi, définir
le password de l'utilisateur default, nous on n'en veut pas. Donc du coup derrière on va définir notre propre utilisateur plutôt que de passer par cette méthode. Donc on start ClickHouse Server, en l'occurrence je pense même qu'il est déjà starté, et on peut tester ClickHouse Client, voilà ici, comme ceci, hop, voilà, donc il est fonctionnel, ici aussi, voilà, pas de souci. Donc maintenant on va passer à la configuration de ClickHouse. Donc il y a pas mal de petits éléments à configurer, parce qu'on est en mode cluster, donc derrière. La première chose qu'il va falloir configurer, c'est lui indiquer la liste des zookeepers qu'il a sous le coude pour pouvoir gérer sa réplication. Donc là, on va le faire sous forme de echo. Hop là, qu'est-ce qui lui arrive? Hop, je dois avoir un petit problème dans mon fichier source. Ok, s'il ne le fait pas avec le echo, c'est pas grave, on va le faire autrement. On va se le retester, mais j'ai l'impression que ça pose un souci. Hop là, mince. J'ai l'impression que ça pose un souci. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, il doit interpréter des caractères qu'il de... Ah non, tiens. Ah, il me manquait peut-être le echo avec le code. Ok. Donc, derrière, juste ici, ClickHouse, voilà. CD 07, voilà. Donc là, on vient de lui fournir la configuration des zookeepers. Est-ce qu'on l'a fait des deux côtés? Non, on l'a fait que d'un côté. Voilà. Donc derrière, si je fais un cat maintenant de /etc ClickHouse Server config zookeeper.xml, c'est du XML, le format pour ClickHouse. On retrouve quoi? On retrouve donc des balises XML, voilà, qui démarrent systématiquement pour tous les fichiers de config par ClickHouse, quoi, la balise ouvrante ClickHouse, la balise fermante ClickHouse. Si vous ne mettez pas ces balises-là, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on va définir ici la liste des zookeepers dans les balises zookeeper, et on va définir donc les noms et les ports des zookeepers pour accepter les clients, donc sur le 2181 pour zoo 1, 2 et 3. Donc n'oubliez pas qu'il faut aussi avoir la résolution qui fonctionne. On a du session timeout et l'opération timeout derrière, et on utilise aussi un DDL quoi, en fait, qui va permettre de gérer l'écriture sur Zookeeper. Ensuite, donc on l'a fait des deux côtés. Généralement, alors, normalement, si on fait un journal CTL -zu ClickHouse server, comme ceci, normalement, on va le voir, il fait de la relecture, mais je ne le vois pas. Il est en mesure de faire de la relecture à la volée, des modifications, des fichiers de configuration, quoi. Là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait, donc je suis pas certain qu'il le fasse pour toutes les configs, quoi, en fait. Derrière, donc du coup, on a fait Zookeeper. Ensuite, une fois qu'on a fait Zookeeper, on va pouvoir créer un cluster, finalement, et pour créer un cluster, là encore, ça se passe avec de la conf XML, qui est bornée, donc ClickHouse de chaque côté, et là, on va définir... c'est pas le cluster qu'on fait, pardon, c'est les macros. Le cluster, on doit le faire après, voilà. Donc c'est les macros. Alors les macros, le principe de la macro dans Zookeeper, ça va être, si vous voulez, la définition de variables. Ça porte le nom de macro, mais moi j'aurais plutôt dit des variables génériques partagées sur l'ensemble du cluster. En l'occurrence, quelles variables on définit? On définit une variable qui s'appelle cluster, une qui s'appelle shard et une qui s'appelle replica. La valeur de cluster, elle est la même des deux côtés, puisqu'en fait, notre cluster, il va couvrir l'ensemble des serveurs de notre cluster. Voilà. Donc là, le cluster, nous, on l'appelle cluster_Xavkey. Ensuite, les shards. Là, en l'occurrence, on n'a que deux serveurs. On veut faire deux réplicas, donc deux réplicas et un shard un shard pour deux serveurs, du coup. Donc du coup on se retrouve avec un shard dont on peut donner le nom une seule fois finalement, donc shard 1 sur les deux serveurs en question puisqu'on a deux réplicas. Et ensuite on va avoir ici, alors hop, il faut faire une petite édition, hop, on va faire un dim de /etc ClickHouse server config d et macro. Voilà, .xml. Et là, du coup, le réplica contient l'identifiant du réplica.
Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être le nom du serveur, par exemple. Ça aurait été pas mal, le host name, par exemple. Là, en l'occurrence, on va mettre réplica 1, réplica 2 à droite. C'est vraiment l'identifiant du réplica, un peu comme les shards dans Elasticsearch, ou encore d'autres éléments sur d'autres moteurs de base de données. Donc ça, c'est important de bien le définir. Et donc, en fait, c'est des variables, ces éléments-là, qui vont pouvoir être utilisés quand on va créer des tables. Alors nous, peut-être pas dans l'exemple qu'on va faire, mais en tout cas, on va pouvoir utiliser une variable avec accolade ouvrante, accolade fermante. On met par exemple cluster, et du coup, ça sera remplacé à la volée par cluster Xavkey, quoi qu'il arrive. Idem pour les shards, idem pour les réplicas. Pardon. Alors, donc là on a fait les macros, donc ces fameuses espèces de variables qui sont mutualisées entre les serveurs, mais dont les valeurs peuvent varier entre les serveurs, notamment les réplicas, notamment le numéro de shard. Nous en l'occurrence c'est vraiment parce qu'on n'a que 2 serveurs sur notre cluster, donc on a un seul shard, mais on verra quand on fera 4 serveurs, il va falloir faire évoluer ce chiffre-là également. Ensuite, on va définir le cluster. Donc pour définir le cluster, c'est ce qu'on appelle le remote server. Et donc là, on peut déclarer plusieurs clusters même. Là, en l'occurrence, on va faire un seul cluster. Ça sera déjà bien largement suffisant. Hop, comme ceci. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, bon, l'indentation n'est pas forcément bonne. On retrouve donc le bloc ClickHouse ouvrant-fermant, un bloc remote server ouvrant-fermant à la fin. Et dedans, on va pouvoir déclarer les noms des clusters sous forme de balises. Donc on retrouve notre fameux cluster underscore Xavkey qu'on utilisera. Et un password qui va permettre notamment donc, aux serveurs de communiquer l'un avec l'autre pour ce cluster-là. Ensuite, on va définir le shard et les serveurs qui vont être utilisés pour ce shard et le type de réplication. Là, on utilise une internal réplication. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. En gros, c'est juste que les 2 serveurs vont se synchroniser et on trouve nos 2 réplicas donc, qui vont être sur ClickHouse 1 et ClickHouse 2 et sur le port 9000 en question. On enregistre, c'est déjà enregistré. Et donc, on a la même chose sur le 2e serveur, exactement à l'identique. Ensuite, on va faire en sorte que ClickHouse écoute sur toutes les interfaces. Donc là, c'est vraiment à vous de faire votre choix, éventuellement de spécifier sur une interface donnée. Attention, si vous spécifiez sur une interface donnée, quand vous utilisez le ClickHouse Client en local, si vous êtes sur le... Donc vous allez devoir lui passer un -h pour lui spécifier que vous êtes sur quel port il va pouvoir se connecter. Pardon, je vais y arriver. Donc là, on vient de le modifier. Et ensuite, on va créer donc un utilisateur. Moi, je vais l'appeler Xavkey. Donc cet utilisateur Xavkey, hop, on va le faire comme ceci. Donc là, on peut créer plusieurs utilisateurs même. Hein. Il n'y a pas de entre guillemets de limitation. On n'est pas obligé de se restreindre à 1. Donc cet utilisateur ici, toujours pareil, on fonctionne avec des balises, donc ClickHouse, mais la balise aussi users, et dans cette balise users, on a une balise du nom de l'utilisateur. Donc moi, l'utilisateur, je veux qu'il s'appelle Xavkey, donc on va avoir la balise ouvrante Xavkey. Le password, voilà, c'est password, hein, donc voilà. Attention, le password, donc là on est sur la conf, il est en clair, mais si jamais vous utilisez des outils d'automatisation, n'hésitez pas à le modifier. L'access management, ça c'est les droits. Là, en l'occurrence, c'est un niveau élevé, on lui donne 1, je crois que c'est le niveau d'admin. Vous voyez que tout à l'heure, les interfaces d'écoute, on peut aussi, en fonction de l'utilisateur, réduire les interfaces d'écoute en question. Si on en avait plusieurs sur le serveur pour faire en sorte d'éviter que certaines interfaces soient saturées pour tel ou tel applicatif, on peut très bien dédier certains utilisateurs à certaines interfaces. Le type de profil default, on reverra plus tard. Quota, on reverra plus tard. Là, on va pouvoir spécifier des max connection, enfin ce genre de quoi, la gestion de quota plus exactement. La base par défaut, c'est default, mais nous on va en créer une autre qui s'appellera DB1 si je dis pas de bêtises. Mais là, c'est vraiment quand on se connecte, du coup, paf, il arrive dessus. Et puis ensuite, d'autres éléments liés à la database. Nous, en l'occurrence, on n'a rien de particulier. Ok, donc là on a fait notre utilisateur avec ça. Et une fois qu'on a fait ça, du coup on va pouvoir redémarrer notre ClickHouse des 2 côtés. Comme ceci et comme ceci. Voilà.
Derrière, si on refait un journal -u, comme ceci, journal CTL -u, on se rend à la fin de celui-ci. Derrière, on va voir que ça y est, il a découvert les fichiers. Alors peut-être même qu'il les avait découverts avant, je ne sais pas si on les voit. Voilà, là il les avait découverts, vous voyez que le stop il est intervenu ici. Mais il les avait déjà découverts en fait avant, j'ai l'impression. Normalement il est censé à un rythme donné, je ne sais pas à quel rythme, resynchroniser sa conf. Donc là on voit bien qu'il a mergé la conf. Alors quand on dit merger, pourquoi merger? Parce que tout simplement, dans la configuration, si on va dans /etc clickhouse server config.xml, donc c'est vraiment le fichier racine, on va dire, qui a vocation à être plutôt écrasé par ceux qu'on vient de rajouter. Vous voyez qu'on retrouve toujours notre balise ouvrante et fermante, et derrière on retrouve pas mal d'éléments, et notamment par exemple on va retrouver un volet dédié aux utilisateurs, on va retrouver des volets dédiés au cluster, etc. Donc on va retrouver vraiment une partie des blocs qu'on a déjà qu'on a redéfini par ailleurs, et donc en fait lui il fait un merge de l'ensemble autant que possible. Voilà, parce que bien sûr à certains moments ça sera pas possible. Voilà, il y a vraiment beaucoup de configurations, c'est du XML, hein, ça se lit plus ou moins facilement, ça dépend. Vous voyez qu'ici on retrouve les remote serveurs par exemple. Donc on a des exemples, hein, tout est commenté, mais on a des exemples pour pouvoir faire notre adaptation. Et c'est plutôt mieux de sortir ça sur un fichier à côté, comme ça on sait ce qui a été modifié par nous. Et quand on fait de l'automatisation, du coup, c'est assez facile en plus à manœuvrer derrière. Donc là, on a notre ClickHouse qui est prêt. Donc on va faire un test, on va faire un ClickHouse client, -user, xavkey et -password. On peut lui passer le password directement. Dans la ligne de commande, généralement, c'est pas une grande habitude de le faire. Une bonne habitude de le faire. On va faire pareil sur le deuxième ici. Et on va retrouver dans la ligne de commande pas mal de choses qu'on retrouve sur du plutôt MySQL MariaDB plutôt que sur du Postgre. C'est-à-dire on va retrouver par exemple pour lister les databases, show databases, comme ceci. Donc là on va retrouver, on voit que des deux côtés on a à peu près les mêmes les intitulés qu'on retrouve généralement, c'est-à-dire les tables qu'on retrouve généralement par exemple sur du MySQL, ce genre de choses, c'est-à-dire les informations liées au schéma, au système pour son fonctionnement, une base de données default qui est un peu une base de données on va dire publique entre guillemets, donc voilà son principe. Maintenant ce qu'on peut faire c'est créer une database, faire un create database, hop, elle est ici, voilà. On va faire un create database sur le cluster en question, donc si je fais un create database db1 on cluster. Donc là, il faut lui spécifier le cluster parce qu'on peut potentiellement en avoir plusieurs. Nous, on a juste celui-ci, cluster xavkey. Et ce que je vous disais, en fait, si on passe comme ceci, cluster, là, il va aller chercher la... Alors, il doit manquer un élément on cluster. C'est pas grave, on le reverra. Je le vois pas comme ça. Il me semble bien que c'est... ouais, on peut le vérifier vite fait en même temps. On va faire ClickHouse, macro. Ceci, what is macro, global server. Bon, on peut se mettre comme ceci. De toute façon, normalement, on va retrouver rapidement. Voilà, tac, tac, tac. Ouais, on est comme ceci. Ah, entre double côte, je pense. Hop, voilà, si je fais comme ceci, create on cluster, toc, entre simple côte, comme ceci. Voilà, donc là, il a fait le nécessaire. On doit pouvoir faire un describe database db1, ceci. Et là, hop là, non, il ne l'a pas fait. Show database. Je pense que show, comme ceci plutôt. Et là, ah ouais, il ne nous le spécifie pas. Enfin bon, il l'a fait sur les deux serveurs du cluster, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. J'avais un doute sur le simple code, sur son interprétation. J'aurais préféré voir le create. Je sais plus le terme exact. Ça doit être show create.
chose comme ça. Non, c'est pas ça. Describe create, ça doit être ça plutôt. Non, pas describe, show create, il me semble. Enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Show create, voilà. Ouais, mais il nous le mentionne toujours pas. Dommage. Enfin bon, la manière de sortir le code directement, on le reverra, c'est pas grave. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, on va créer une database sur notre cluster. Alors, on peut vérifier de l'autre côté, hein, mais là, vous voyez, DB1 est bien apparu, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est bien le simple code qu'il faut utiliser, mais pas le double code surtout. Derrière, donc, on va créer notre table, ici, sur le cluster Xavki, comme ceci. Donc, vous voyez qu'on peut le passer directement, voilà, donc il l'a fait. Pourquoi il nous a détecté? Ouais, je dois avoir des caractères qui traînent quelque part. Elle existe déjà, pardon. Il a déjà dû la créer, je l'ai créée à droite, mais elle existe déjà. Donc on va faire un use db1, ici, et on va faire show tables. Donc on voit qu'on a la table 1 qui a bien été créée ici. Show tables, elle a bien été créée. Show tables. Ah, ça je me fais toujours avoir. Use db1, show tables, voilà, on a bien table 1 qui est des deux côtés. Là en l'occurrence, je l'ai fait tourner aussi à droite, mais normalement on va tout de suite voir si ça fonctionne ou pas. Ce qu'on va faire, on va insérer maintenant, donc on a juste deux champs hein, dans notre table, ID et colonne. Et surtout, ce qui est important, c'est l'engine. Quand on crée une table, en tout cas, il y a d'autres éléments qui sont importants, mais l'engine, c'est le type de table qu'on va créer. Là, en l'occurrence, on lui dit quoi? On va avoir un merge tree, c'est-à-dire c'est le fonctionnement de base de ClickHouse qui va être donc en mode, je vais plus retrouver le terme exactement, mais en fait, c'est un arbre qui est en permanence en train de merger les données pour les compresser, en fait. Et on lui indique que bah, ça, on veut qu'il fonctionne en mode répliqué. Il existe encore d'autres options, il y en a même pas mal, par exemple pour faire de la déduplication par exemple, pour faire du versionning, pour faire du sharding également. Donc là on verra que c'est un peu plus complexe pour le sharding. C'est important de bien comprendre les fondamentaux. Donc là on va insérer ici par exemple des valeurs. Si je fais un select étoile from table 1 ici, donc là je retrouve une première ligne, effectivement, donc aussi de l'autre côté. Je la retrouve, j'imagine, ici quand même. Derrière, on peut réinsérer une seconde ligne qu'on va faire sur ClickHouse 2, par exemple, ici. Et si je refais un select, mais cette fois-ci à gauche, j'ai bien mes deux lignes qui existent, à droite également. Et je peux faire une troisième ligne pour juste le fun. Ici, hop. Et du coup, ici, si je fais un select, je le retrouve également, donc pas de souci. À savoir que la réplication, elle se fait donc en mode, il y a une sorte de queue interne qui gère cette réplication. Donc si jamais on écrit de manière très intensive, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée au benchmark qu'on a fait sur ClickHouse. Bien, vous allez avoir plus ou moins une latence qui va se créer en matière de la réplication. Alors là, il faut écrire vraiment très violemment pour avoir ça. Mais voilà, on n'a pas forcément quelque chose qui est tout de suite formellement répliqué. Ça dépend vraiment de l'intensité des écritures et puis des performances du système que l'on a en dessous également et du hardware. Voilà, donc on a un cluster qui est fonctionnel. C'était pas si compliqué que ça finalement. On verra dans une prochaine vidéo comment on va installer tout ça avec Vagrant. On va mettre en place un petit monitoring. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas surtout également à cliquer sur rejoindre pour soutenir mon travail, soutenir la chaîne, me permettre d'acheter notamment des livres. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!